tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Bimedia et par l'IRIG. On va attendre 2 petites minutes et puis je proposerai aux 2 intervenants de se présenter, de lancer la présentation et les échanges. Vous avez le chat et l'outil questions pour interagir et poser des échanges. N'hésitez pas à les solliciter, voilà, on répondra peut-être plutôt à la fin, mais vous pouvez bien sûr les poser tout au long de l'intervention. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent et qui nous disent bonjour du coup. Est-ce que vous nous entendez bien à travers l'écran et de l'autre côté, qu'on s'assure que tout fonctionne bien? Super. On va attendre encore un instant que tout le monde se connecte. Les présentations, je pense. On va commencer la présentation du coup. Bon, eh bien, donc nous sommes réunis aujourd'hui pour une conférence sur un sujet qui nous tient à cœur et qui est très important à la fois pour Stéphane et pour moi. Je vais laisser Stéphane présenter IRIG et puis se présenter, et puis je vous parlerai de Bimedia en second. Ça marche. Bonjour à tous, bonjour Bertrand. Merci d'avoir organisé ce petit live. Moi, j'ai la chance de présider, de diriger une école que j'ai co-créée avec une quinzaine de dirigeants de la région. L'idée, c'était de répondre à de nouveaux besoins liés à ce début du XXIe siècle, à cette 4e révolution industrielle en cours, et notamment développer un certain nombre de soft skills, puisque les compétences techniques, c'est pas qu'elles sont pas essentielles, elles sont même nécessaires, mais ce ne sont des conditions qui ne sont plus suffisantes pour réussir une belle vie, une belle carrière professionnelle. Donc, on a décidé de travailler ce qu'on appelle les 6C, qui sont 6 compétences qui permettent de développer à la fois la capacité d'apprendre à apprendre, mais également ses capacités entrepreneuriales. Donc, 6C, et je termine là-dessus parce que j'ai déjà fait trop long, c'est créativité, esprit critique, communication, coopération. C'est une théorie développée par des neuroscientifiques américains et relayée en Europe du Nord, très peu en France, et elle permet d'apprendre à apprendre durablement. Comment on déploie dans une école ces soft skills? C'est une des problématiques majeures. Et deuxièmement, on va rajouter 2C, courage et confiance, qui sont ce qui nous semble être les compétences clés d'un entrepreneur et dont tout le monde doit se saisir dans cette période de changement en cours et à venir. Merci Stéphane. Donc moi je suis Bertrand Giffon, cofondateur de Bimedia, avec moi aujourd'hui Valérian, qui est deuxième cofondateur de Bimedia. Alors nous, on est de jeunes entrepreneurs très conscients d'une problématique de l'accès à l'information et de la pratique de l'information. Et en fait, nous avons lancé en 2018 un système en fait sur l'éducation aux médias et à l'information qui nous paraît quelque chose, un enjeu sociétal, on va y venir après, mais relativement majeur, notamment par l'avènement de solutions digitales, que ce soit les réseaux sociaux, les bulles de filtre, etc. Et donc, pris de ce sujet très important que représente l'information, on a voulu développer des pratiques et des nouvelles solutions pour l'éducation aux médias et à l'information, qui est très importante pour les jeunes, pour les moins jeunes également. C'est quelque chose qui a été repris à travers de nombreuses politiques publiques depuis très longtemps. Et aujourd'hui, nous développons vraiment l'activité de l'éducation aux médias et à l'information, et notamment en collaboration avec IRIG. Donc le programme, on va vous parler donc des étudiants ultra connectés et face aux défis de l'information, plus largement, qu'est-ce que l'information, comment fonctionne l'information aujourd'hui. Dans un deuxième temps, on parlera de l'enjeu majeur de la pratique de l'information, notamment dans l'enseignement supérieur. Et enfin, on vous présentera le cas d'usage de ce que l'on peut réaliser en partenariat, notamment avec IRIG.
Stéphane, je te laisse Non, introduire. moi, il y a une citation que j'aime plus que les autres, c'est celle attribuée à Confucius. Alors, en Confucius, il y en a eu plusieurs parce que ça s'est étalé, c'est dire, sur plusieurs siècles, mais celle-ci, je l'adore. J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Et je pense qu'à un moment donné, il faut être dans l'expérimentation pour pouvoir comprendre le monde qui nous entoure et en être, chaque fois que c'est possible, acteur. Donc, des étudiants ultra connectés face aux défis de l'information. Comme vous le savez, on est tous les jours connectés à nos smartphones, à nos tablettes, à nos ordinateurs, et du coup, on produit énormément d'informations, ce qui va introduire la slide de Stéphane sur la pratique informationnelle. Alors, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais chaque année, on produit aujourd'hui quasiment plus de données et d'informations. Alors, elles ne sont pas toutes pertinentes, évidemment, que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Donc, ça pose de gros problèmes. Et ça nous amène à nous poser la question sur la pertinence de toutes ces informations. J'essaye de me mettre le schéma en gros plan. Avec, vous le voyez, des données qui vont croître encore de manière exponentielle. Hein. Là, on vous a mis des données qui sont issues de Statista. On est vraiment sur plus de 1000 milliards gigaoctets de données. En 2010, on est sur 2. On sera sur 2142 en 2037. C'est extraordinairement complexe à appréhender, et toutes ces données, une partie de ces données vont être de plus en plus générées par ce qu'on appelle les objets connectés, c'est ce qu'on appelle les IoT. Donc ça ne va pas aller en s'arrangeant, il va falloir trouver des manières de bien gérer ces données et pas simplement de se contenter, ce que nous faisons aujourd'hui dans la majeure partie des cas, de les stocker. Voilà. Un deuxième diagramme qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est qu'une complexité apparente du monde, ces milliards de données, parce que vous le voyez aujourd'hui, et c'est le schéma de gauche, il suffit de 73 grammes d'ADN pour stocker tout le savoir de l'humanité. Donc, le vivant est bien plus complexe que ce que nous l'imaginons, et ça nous laisse beaucoup d'espoir sur notre capacité à gérer ces milliards de données. Du coup, on a introduit la surcharge d'informations. C'est donc un sujet par rapport à la quantité et à la masse de données, et évidemment au traitement de l'information qui permet, on va le voir, à chaque individu d'avoir accès à l'information au sens plus général du terme que représentent les médias, l'accès aux actualités et ce qui définit du coup la pratique des individus. Aujourd'hui, sur les digital natives, 98% pratiquent l'information sur smartphone, ce qui montre vraiment une problématique d'accès et de traitement de l'information de l'individu. Donc, comment on peut rendre accessible toute cette information, notamment à travers les smartphones. Aujourd'hui, le journal papier représente que 5% de la pratique de l'information. Le temps de lecture moyen est de 12 minutes. C'est un temps de lecture qui change et qui varie tout au long de la vie d'un individu, mais c'est relativement court. Donc, la pratique de l'information au sens actualité et information que l'on entend est vraiment quelque chose qui doit être enseigné, éduqué pour pouvoir avoir de bonnes compétences. Le divertissement, c'est 95% des jeunes qui pensent que l'information, la pratique de l'information est un sujet de divertissement plus qu'un sujet de compétence. On a en contrepartie beaucoup de personnes qui se questionnent sur les sources et notamment la comparaison de points de vue, où pas loin de 90% des personnes souhaitent pouvoir mieux comparer les points de vue, et ça c'est une donnée qui est très belle et qui nous intéresse beaucoup. Ça montre le côté esprit critique qui est enseigné à IRIG, mais voilà, c'est une donnée plus générale où les personnes souhaitent vraiment pouvoir comparer. Et enfin, le sujet du partage de l'information à travers les réseaux sociaux, où 78% des personnes ont déjà partagé des informations, et on a des chiffres qui sont
beaucoup plus impressionnant encore aujourd'hui, où on a 66% des personnes qui ont déjà partagé des informations sur Internet sans les avoir lues. On a plus de 70% des moins de 25 ans qui lisent des articles sur les réseaux sociaux sans identifier la source, d'où la complexité de cette activité. Alors, moi, j'aime bien ce schéma qui illustre bien les problèmes de la génération de digital native qui a du mal à saisir ces sources, a du mal à les identifier, les qualifier. Quand vous voyez à peu près le nombre de choses qui se passent sur une minute sur Internet en 2020, voilà, 500 heures de vidéos mises en ligne chaque minute sur le seul YouTube, 347 000 stories créées, 52 000 utilisateurs connectés chaque minute sur le seul Teams. Voilà. Et là, c'est intéressant, c'est que vous voyez que les choses évoluent rapidement, puisqu'il y a encore 3 ans, TikTok n'existait pas. Et là, aujourd'hui, on a cette appli qui est installée 2700 fois toutes les minutes au moment où je vous parle. Voilà. Donc, la problématique des réseaux sociaux, et comme Stéphane le disait juste avant, c'est que ça devient le premier canal de temps qui est utilisé par chacun. Et notamment, on le voit dans la pratique informationnelle où Snapchat, qui est le seul réseau social en France qui fait l'exercice de réellement se mesurer en termes de médiamétrie tel que le font certains médias, eh bien, on a des milliards de pages vues chaque mois sur les réseaux sociaux. Et notamment, là, on parle de la partie information avec tous les grands guillemets que je peux mettre par rapport à Snapchat, versus le premier média en ligne qui arrive avec 51 millions de visiteurs, donc que représente le monde. Et du coup, ça pose la question de se dire, la pratique de l'information, les médias qui sont utilisés par ces générations-là, eh bien, il faut forcément le prendre en compte dans la partie pédagogique de l'éducation. Alors, la pratique de l'information en tant qu'individu et professionnel est assez centrale. L'information est un petit peu le centre de notre activité et ce qui nous permet d'interagir et d'agir avec d'autres personnes dans le milieu professionnel, de développer des connaissances et des compétences tout au long de sa carrière. Et en tant qu'individu, ça nous permet également de constituer notre esprit critique, notre pensée, et de pouvoir justement avoir suffisamment de matière pour pouvoir se remettre en question, pour pouvoir évaluer, juger l'état d'une situation, l'état du monde dans lequel on évolue. Et du coup, cette pratique est vraiment au cœur du développement personnel et professionnel. La pratique de l'information, c'est également quelque chose de central dans la démocratie et dans la pratique de la citoyenneté de chaque individu. On le voit dans le contexte d'élections qu'on a eu récemment là avec les régionales. Ça sera également le cas et une vraie problématique l'année prochaine avec les futures présidentielles, où chaque personne qui reçoit de l'information la traite et agit dans la société. On le voit, la pratique informationnelle des personnes, notamment fixées sur le digital, peut engendrer des vraies problématiques de démocratie. Si on prend un exemple, la prise du Capitole le 6 janvier dernier est vraiment une question sociétale d'accès à une information où les personnes qui ont agi de telle sorte aux États-Unis étaient informées via des réseaux sociaux, via des milieux de pensée qui ne leur permettaient pas d'avoir une vision plus élargie de la société et de comprendre plus finement la façon dont était gérée cette situation, et qui crée des mouvements dans la démocratie. Et c'est quelque chose qui est très important du coup à prendre en compte dans la partie de l'éducation aux médias et à l'information. Donc l'enjeu majeur de la pratique de l'information dans l'enseignement supérieur plus particulièrement. Alors moi j'aime bien quand je parle d'infobésité, de management de l'information, de prise de décision, d'information pertinente ou non.
réutiliser un concept américain, alors qu'il n'y a que ça d'intéressant, hein, ce qui me permet d'avoir c'est pas un outil d'aide à la décision, c'est un outil de compréhension de la complexité du monde qui nous entoure. C'est un concept qui a été défini par le Saint-Cyr américain, par West Point, suite notamment aux premières guerres en Irak et surtout en Afghanistan, où les soldats américains qui étaient habitués à gérer, on va dire, l'univers de manière binaire, c'est bien, c'est mal, c'est blanc, c'est noir, ont eu beaucoup de mal à gérer notamment les Afghans qui un jour étaient talibans, l'autre jour étaient de gentils agriculteurs, le lendemain des trafiquants de drogue et le surlendemain était à la tête de l'Afghanistan. Donc ça a posé beaucoup, beaucoup de problèmes. Et l'idée, ça a été d'aider les forces américaines à mieux appréhender la complexité, à mieux décider dans un environnement soumis à contraintes et à changement. Donc, je vais aller vite, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est le VUCA World, mais c'est un monde volatile. Les changements sont rapides, les tendances difficilement anticipables, même si on parle de bruit de fond, de tendances lourdes. Hein. La transition écologique en est une. U comme uncertainty, c'est-à-dire que les changements sont fréquents, sont souvent disruptifs. Là aussi, difficulté à anticiper. Complexity, là, je pense que c'est le plus simple à comprendre. Voilà, des sources multiples, notamment des sources informationnelles, des réseaux sociaux. Le soleil ne se couche jamais sur le monde de l'information. Hein. Il y a tout le temps une vidéo, une info qui passe. Et puis surtout l'ambiguïté. Je pense que c'est un concept qui est assez difficile à comprendre, que ce soit quand on est étudiant ou dans le monde de l'entreprise. Moi, quand j'interviens auprès de dirigeants et d'entrepreneurs, mon message est assez clair. Et je leur dis que, par exemple, dans un comité de direction, quand quelqu'un a une très, très bonne idée, la réaction naturelle, elle est extrêmement ambiguë. C'est de la sociologie de bas étage. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Crozier, mais globalement, si l'idée est trop bonne, la seule réaction que va obtenir la personne qui la porte, c'est deux réactions de concurrence, c'est-à-dire une partie de l'auditoire va essayer de dézinguer l'idée, la deuxième va essayer de se l'approprier. Dans les deux cas, l'objectif n'est pas et d'éviter que la personne qui présente la bonne idée ne gagne. Voilà. En termes d'ambiguïté, j'ai d'autres exemples. En géopolitique, on voit ça tous les jours. Sous la pression des opinions publiques, l'Occident américain, suivi des Européens, ont décidé de faire sauter un des derniers régimes stables de la région en s'attaquant au régime de Bachar al-Assad. On a voulu en parallèle faire sauter Daesh et dans les deux cas, on s'est retrouvé avec des situations incontrôlables, à faire des alliances avec des mouvements qui sont tout aussi sympathiques ou tout aussi peu sympathiques et surtout on a réouvert la voie à nos amis russes et iraniens dans la région, ce qui aujourd'hui va la déstabiliser pour au moins une trentaine d'années. Gérer l'ambiguïté, compétence clé en politique et en géopolitique, très très intéressant. Tu parlais tout à l'heure des problématiques du citoyen, de maîtriser l'information en tant que citoyen, c'est vraiment quelque chose de complexe. On a tendance à simplifier. Nos amis journalistes, d'ailleurs, je ne sais plus s'ils sont journalistes, eux ne font que ça. Alors, c'est quoi l'infobésité, la maîtrise de l'information? C'est un néologisme qui nous vient de nos amis canadiens et américains. On parle de trop-plein, d'overdose d'informations, de surcharge informationnelle. Aujourd'hui, la médecine du travail identifie même des pathologies. Et depuis 2017, elle est inscrite dans la loi. Alors, c'est intéressant parce que c'est une première dans le droit social français. C'est-à-dire que ce ne sont pas des conventions collectives ou des décrets qui vont gérer l'application de cette loi et de ce qu'on appelle le droit à la déconnexion. C'est chaque entreprise qui est autonome pour légiférer, ce qui est plutôt pas mal. Alors, les résultats sont mitigés, mais ça ne se passe pas si mal. Et effectivement, on a laissé la possibilité à tout un chacun de s'adapter à son activité. Quand on est un hôpital, le droit à la déconnexion a ses limites. Hein. Un médecin, un pharmacien et bien entendu une infirmière, on doit être connectés en permanence. Voilà, c'est plus facile de se déconnecter dans d'autres activités moins contraintes et avec moins d'impact en termes de sécurité ou de santé.
Alors là, j'ai mis quelques chiffres, mais ils rejoignent les tiens. Un salarié sur 4 passe plus d'1 heure par jour à dépouiller ses mails, et c'est une donnée qui est déjà un petit peu ancienne. On rajoute toutes les sollicitations qui peuvent arriver, et qui m'arrivent toutes les 2 secondes d'ailleurs, par WhatsApp et tout un tas d'autres applications. Voilà. En gros, on doit gérer 10 fois plus d'infos qu'il y a 15 ans, on en produit 10% de plus par an, et ça, c'est sans compter les informations générées par ce que j'appelais les objets connectés tout à l'heure. Voilà, ces 30 dernières années, on a produit plus d'informations que les 5000 précédentes. C'est une tendance lourde de fond, c'est pas prêt de s'arrêter. Autant s'y préparer. C'est ça. Alors, nous, on va parler du coup de la réception de l'information et comment elle peut être biaisée. On a plusieurs éléments. On va passer en revue quelques grandes notions. La première, c'est dans la pratique informationnelle, c'est le sujet des bulles de filtre. Alors, je ne sais pas si parmi vous, les personnes connaissent toute l'étendue de ce sujet. On ne va pas pouvoir rentrer dans le détail puisque on pourrait faire, je pense que dans le cours de Stéphane, c'est un sujet qui doit prendre au moins 4 heures ou quelque chose de ce type-là. Les bulles de filtre, c'est tous les algorithmes en fait qui permettent à l'individu d'avoir accès à l'information. C'est l'algorithme des moteurs de recherche, c'est l'algorithme d'un réseau social qui permet de faire accéder à l'information chaque individu. Et en fait, ces algorithmes présélectionnent des contenus qui vont nous plaire puisque c'est basé sur le principe de leur modèle économique. Plus les personnes reviennent et plus les personnes utilisent leurs services, plus elles vont, plus ça sera rémunérateur pour eux. Et du coup, les principes des bulles de filtre, c'est de proposer toujours plus de contenus et toujours des contenus qui vont avoir tendance à nous intéresser et du coup qui ont plutôt tendance à nous enfermer dans nos opinions qu'à ouvrir l'esprit critique des individus. Les deuxièmes grands éléments, c'est tout ce qui va être biais cognitif sur la réception de l'information. C'est l'individu qui est en première ligne. Et donc, il y a plusieurs biais cognitifs qui rentrent en jeu dans l'activité d'information. Le biais de l'émotion, une information émotionnelle a toujours tendance à être plus lue, plus vue, plus repartagée. Donc, c'est quelque chose sur lequel beaucoup de personnes ou de journalistes peuvent jouer pour justement accentuer leur mouvement. Le biais du messager, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à privilégier des informations venant de certaines personnes plus que d'autres ou accréditer plus de qualité à une information venant d'un tiers ou justement de discréditer une information venant d'une autre personne. Il y a tout un sujet également autour des biais cognitifs, notamment des normes sociales, c'est-à-dire que l'information, quand elle nous parvient et selon le contexte dans lequel nous sommes, eh bien, l'information est différente, les courants de pensée sont différents et on a toujours tendance à s'identifier un petit peu à nos normes sociales en termes de pratique de l'information. Enfin, le biais de confirmation ou d'inertie, c'est quelque chose d'assez naturel, c'est-à-dire qu'on a tendance à privilégier l'information qui va confirmer notre courant de pensée. Et du coup, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte dans la pratique de l'information pour justement développer l'esprit critique, la curiosité et la culture générale. Et après, il y a évidemment l'opinion de l'individu qui lui permet, comme on l'a dit, d'agir en tant que professionnel, de se développer en tant qu'individu et d'agir en tant que citoyen dans la société. Donc, autour de ces grands concepts, il y a aussi toutes les dérives qui sont aujourd'hui plus fortes que jamais. On entend évidemment parler des fake news à longueur de temps, de médias. C'est un sujet dont beaucoup de médias s'emparent justement pour les traiter. Ça devient soi-même un sujet d'information, c'est-à-dire qu'on fait de l'information sur des fausses informations, donc ça crée de la confusion, ça crée des problématiques. On a de nombreux chiffres sur les fake news, c'est
une fake news est partagée 7 fois plus que sur les réseaux sociaux qu'une véritable information. Donc, on voit l'importance de cette problématique à sensibiliser les personnes à cette problématique. Les deep fake news qui seront l'évolution demain des fake news, c'est-à-dire la manipulation de vidéos, la manipulation audio, et qui aujourd'hui représente 33% des fake news aux États-Unis, et ça va devenir de plus en plus grandissant, et l'éducation du coup à l'image et également vraiment l'image et à la culture, hein, puisque c'est ce qui permet d'identifier vraiment ce sujet. Une des deep fake news les plus connues, c'est un faux discours de Barack Obama. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Quand on connaît l'histoire, l'œuvre de Barack Obama, on sait très bien qu'il ne peut pas prononcer les mots qui sont présents dans cette vidéo, d'où l'importance de développer de la culture et de la curiosité autour de l'information. Le temps médiatique, c'est un concept de, voilà, une information principale prend le devant de la scène, que ça soit sur une semaine, un mois ou un temps donné, et du coup occulte une grande partie du reste de l'information. Donc ça, c'est très important d'apprendre aux apprenants de passer au-delà des quelques sujets qui font la une. Le sujet des rumeurs, qui évidemment rejoint les fake news et tous ces sujets-là. Théorie du complot, on pourra rentrer dans le détail, mais évidemment, c'est quelque chose qui est l'extrême aboutissement d'une fake news pour profiter d'une situation et tirer voilà, des théories qui vont servir les intérêts de certains, on va dire. La défiance envers les médias qui aujourd'hui est primordiale. On voit que 24% des Français font confiance aux médias traditionnels, alors que justement les réseaux sociaux sont majoritairement utilisés et on voue une confiance certaine aux réseaux sociaux alors qu'on ne fait pas confiance à notre propre système médiatique. C'est une vaste question de société. Donc, on va vous présenter maintenant les cas d'usage de ce qui est pratiqué à IRIG et ce que fait Be My Media et ce que l'on fait du coup ensemble, si ça vous va. Stéphane, je te laisse la main sur... Alors, merci. Moi, plutôt que vous dire tout ce qu'on faisait, je me suis dit que j'allais vous rappeler la bonne vieille méthode qu'on est censé enseigner en France au CP. C'est une méthode qu'en Angleterre, on appelle les 6 amis de Rudyard Kipling, vous savez, l'auteur du livre de la jungle. Et la méthode, c'est chaque fois qu'on vous pose une question, chaque fois que vous êtes face à une problématique, ne pas oublier le qui, quoi, où, quand, pourquoi, comment, et terminer par le comment. Cette méthode du QQOQPC, elle a tout un tas de mérites, et moi, je m'amuse à la faire réaliser, y compris à des dirigeants et des entrepreneurs. Et tout le monde oublie de se poser des questions essentielles. On est tous victimes de ce qu'on appelle des biais cognitifs. On est préprogrammé. Notre cerveau cherche la facilité chaque fois que c'est possible, cherche à s'économiser et vous amène à répondre à la question à laquelle vous souhaiteriez répondre et pas à la question qui est réellement posée. Donc, c'est vraiment ce qu'on travaille régulièrement à IRIG, très très tôt dans la scolarité, tout au long de la scolarité. Les jeunes, les moins jeunes, les seniors, tout se passe par cette méthode qui permet de commencer à travailler simplement une fois qu'on est sûr d'avoir bien compris la question. Voilà. Alors le qui, c'est qui est le donneur d'ordre. C'est pas qui est concerné par la question, c'est qui vous la pose. Vous ne répondrez pas de la même manière si cette question vous est posée dans la rue par un automobiliste perdu ou si c'est votre patron, le CEO de votre boîte. Le quoi, c'est le sujet. Le où, c'est le périmètre et géographique. Et vous cherchez où? Vous cherchez sur le marché lyonnais, le marché régional, le marché français, le marché mondial. Vous n'avez pas traité le sujet de l'intelligence artificielle suivant qu'on vous demande de le traiter en France ou dans le monde. Le quand, c'est quelle période de temps on vous demande de traiter. Le pourquoi, quel est l'objectif? Est-ce que c'est votre patron qui vous teste ou vous allez mettre en place une étude de marché qui va déterminer ou non l'avenir de la société? Et toujours terminer par la question du comment, c'est-à-dire les moyens que vous allez mettre en œuvre. Si vous travaillez trop tôt sur les moyens quand vous traitez une problématique, vous allez déjà commencer à répondre à la problématique et là, à nouveau, vous serez victime de biais cognitifs. Voilà.
d'une belle méthode, enseigner au CP. Un petit coucou à tous les enseignants de primaire. Alors oui, c'est à nouveau à moi, mince. Ah bah oui. Donc nous, on a créé une école qui valorise la logique d'écosystème. On est la seule école, à notre connaissance, en Europe et une des rares dans le monde à ne pas avoir créé un incubateur au sein de l'école, mais avoir mis l'école au sein d'un incubateur. Alors on a de la chance, la métropole de Lyon et la région de Lyon nous ont soutenu pour qu'on intègre le Hachette que vous voyez dans notre dos. On s'est mis comme ça pour que vous puissiez le voir également. Et l'idée, c'est que nos étudiants soient irrigués en permanence par l'esprit entrepreneurial, la bienveillance d'un tel lieu, puisqu'on a la chance d'accompagner bonhomme en l'air entre 60 et 70 startups, des politiques, des VC, des banquiers qui passent toutes les 2 minutes, des délégations internationales. Le meilleur moyen pour un étudiant de se faire un avis sur le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat en particulier. On travaille sur une compétence qu'on appelle la compétence ultime, qui est la capacité d'apprendre à apprendre. Alors, les neuroscientifiques vous diront que c'est un peu plus complexe que ça, que pour apprendre et continuer à apprendre, il faut désapprendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et notamment, on travaille sur ces succès dont je vous parlais tout à l'heure, ces 6 compétences clés qui nous paraissent essentielles. La créativité, toujours pas enseignée en France, ou très très peu, souvent cantonnée au côté artistique de nos vies, alors qu'elle est enseignée que depuis les années 70 aux États-Unis. La première université, c'était en 76 de mémoire. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler dans ce pays, pays d'ingénieurs, pays de Descartes. Alors pas qu'on puisse tous devenir très créatifs, mais en tout cas, on peut améliorer sa créativité. Surtout, on peut apprendre à travailler avec ce qu'ils le sont. Communication, capacité à communiquer, notamment à l'écrit, notamment sur les réseaux sociaux. Coopération. Voilà. On oublie qu'aujourd'hui, 90% des projets échouent en entreprise, non pas faute de moyens, mais faute de coopération entre les différents acteurs. Courage et confiance, je vous en parlais, de compétences clés d'un entrepreneur. Capacité à appréhender le risque, à s'en saisir. Capacité à avoir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et puis la dernière, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'esprit critique, capacité à prendre du recul, à développer ses capacités d'analyse. Et là, ça demande à chercher à chaque fois, voilà, mon cerveau me simplifie la vie. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que finalement, le monde est aussi simple que ce que ce journaliste ou cet homme politique veut bien me faire comprendre? Valoriser et surtout diversifier ses sources, se cultiver, échanger, voilà, et être capable de changer d'avis aussi. Important ça au XXIe siècle. Voilà. Et puis, ce qui nous caractérise aussi chez nous, c'est que quoi qu'il arrive, le concept c'est bien, la mise en application c'est mieux. C'était ma citation de Confucius en démarrage de ce webinaire. Chez nous, 40 à 50% du temps suivant le semestre est consacré à la mise en pratique. Et on en profite, on fait d'une pierre deux coups, on renvoie la balle à toute cette startup qui nous accompagne et nos étudiants vont réaliser gracieusement des missions pour elles, des missions qui sont et bien entendu évaluées et bien entendu tutorées et surtout qui impactent la stratégie et le développement de ces startups. Ça, je peux confirmer. Il y a un groupe d'étudiants qui a fait une mission pour Be My Media juste avant cette fin d'année. Et donc, nous avions 4 étudiants qui se mettaient en pratique beaucoup de notions, notamment sur le marketing digital et le sujet du gros hacking. Donc, on a fait la mise en pratique et le partage avec ces étudiants. C'est à la fois enrichissant pour l'entreprise et pour les étudiants. C'est toujours un moment de débat et d'échange, et c'est aussi nécessaire pour l'entreprise d'être connecté aux futures forces vives de l'économie que représentent les jeunes étudiants. Donc, la pratique de l'information, pour y revenir, et du coup, Stéphane a introduit le sujet du learning by doing. Moi aussi, je vais revenir à une notion du CP. Quand on a appris à faire les additions, on les a fait 100 fois, 200 fois, 500 fois, peut-être 1000 fois, jusqu'à en maîtriser pleinement le concept. Eh bien, le learning by doing et la pratique de l'information pour le développement de l'esprit critique, c'est exactement la même
même chose, c'est-à-dire qu'il faut mettre en avant l'information, il faut pratiquer l'information, il faut le faire sur différents canaux, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être au centre de l'éducation aux médias. En tout cas, nous, on le conçoit comme ça chez Be My Media, c'est-à-dire qu'il faut faire pratiquer l'information pour pouvoir le faire. Alors, à travers le digital, à travers le papier, chez IRIG, il y a de nombreuses animations qui peuvent être tenues autour de sujets. Voilà, il y a les jeudis de l'innovation, les Jedi, avec des conférences, avec des personnes qui sont toujours très intéressantes et qui apportent une nouvelle information, un nouveau point de vue, un nouveau traitement. Et peu importe le moyen de pratiquer et de faire pratiquer l'information aux étudiants, il faut que ça soit quelque chose qui soit mis en avant et mis en valeur tout au long de la scolarité. Chez Be My Media, donc, on a fait un système de prise de conscience autour de la problématique de la pratique de l'information et de ces thématiques. Vous connaissez peut-être la fresque du climat, qui est un concept pédagogique qui est très développé pour la prise de conscience autour des problématiques climatiques. Eh bien, nous avons fait la fresque de l'information qui permet de prendre en considération toutes ces problématiques qu'on a pu voir avant, depuis le fait, le fonctionnement du monde médiatique, le fonctionnement des réseaux sociaux, des solutions technologiques, jusqu'à la pratique de l'information en tant qu'individu, que citoyen, quelles compétences, quelles connaissances cela met en avant. Et donc, c'est un jeu qui permet en 3 heures de temps, en gros, de faire pratiquer à des étudiants ou à des professionnels une prise de conscience, en tout cas une réflexion autour de cette problématique de l'accès à l'information. Ensuite, on a développé une application mobile d'information avec une solution qui permet aux étudiants justement d'être dans un contexte informationnel avec l'accès à 400 sources d'informations, avec notamment des fils d'actualité qui sont spécialisés en fonction des spécificités. Donc, dans le cas d'IRIG, on a fait un fil d'actualité sur l'innovation et chaque article est donc accessible avec un comparateur de points de vue. Alors, tous les sujets ne méritent pas évidemment comparaison. Hein. Quand on parle d'une actualité technologique, c'est souvent un fait ou quelque chose, mais en tout cas, dans le débat politique, dans le débat d'information internationale, en tout cas, notre kiosque et notre algorithme permet justement de proposer des contrepoints de vue sur l'article en cours de lecture, toujours dans le sens de la question de l'éveil de la curiosité, de l'esprit critique des individus et des utilisateurs. Évidemment, cette solution a une nécessité pédagogique pour permettre à chacun d'accompagner, de piloter et d'évaluer, puisqu'une des problématiques, au-delà de la partie méthodologique, c'est de pouvoir évaluer la pratique de l'information. Nous, on le fait à travers des solutions, notamment pour assurer la pratique tout au long de l'année des étudiants de lire et comparer, puis partager l'information. Sur l'application, on a un système de gamification, donc avec des points, des badges. Plus on lit d'articles, plus on gagne de points, plus on utilise le comparateur de points de vue, plus on accède à différents niveaux. Et ce système de gamification peut être adjoint en fait à un barème d'évaluation, ce qui permet à la fin de l'année de pouvoir évaluer la pratique informationnelle des utilisateurs. Donc, le système est bloqué à un certain nombre de points par jour. On ne peut pas gagner plus de 200 points par jour. Et du coup, si on met un objectif à 3000, 4000 points à la fin d'un semestre, eh bien, on s'assure de la récurrence, du fait que les étudiants vont prendre l'habitude de pratiquer l'information de manière régulière. Hein. C'est aussi cette question de créer de nouvelles habitudes et de pratiquer l'information sur des sources régulièrement. On développe des revues de presse, justement, dont la ligne éditoriale est vraiment faite pour l'ouverture d'esprit et le développement de l'esprit critique. Et tout ça est administré via un logiciel web qui permet aux établissements de piloter la solution. Voilà. On va terminer par une citation à nouveau. Bon, c'est l'application. Stéphane, utilisateur de Be My Media. Et du coup... Moi, on va conclure par une citation. Alors, c'est un sujet pas évident, l'infobésité, parce que tout le monde est concerné, mais personne ne se sent victime et tout le monde a l'impression de déjà savoir.
bon, on le voit d'ailleurs avec les dernières élections, tout le monde râle. Personne n'est satisfait de la manière dont nous sommes gouvernés, mais personne ne vote pour changer ça. Donc, alors, je reconnais que le mode de vote est encore préhistorique, mais néanmoins, ça pose tout un tas de questions sur notre volonté réelle de changer le monde. Moi, je cite régulièrement Winston Churchill, qui a eu du mal à avoir une vraie carrière politique. Il ne doit son succès qu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais néanmoins, il ne disait pas que des trucs bêtes. Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Donc, ceci est une manière de vous dire, cultivez-vous, regardez, apprenez, rappelez-vous de l'histoire et de la géographie et lisez, cultivez-vous. Voilà, c'était mon message du jour. Merci Stéphane. Le message sera un peu le même pour Be My Media parce que c'est évidemment un sujet de culture et on peut tous se cultiver et c'est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, l'information n'a jamais été aussi accessible, c'est bien la pratique de l'information qui n'a jamais été aussi difficile. Donc nous, notre message, c'est faites de l'éducation aux médias et à l'information, sensibilisez les personnes autour de vous, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes, tout le monde a besoin de pratiquer et d'améliorer ses compétences informationnelles. Donc, c'est le plus important de développer ses connaissances et ses compétences. Merci beaucoup pour votre patience, 40 minutes de présentation. On va passer à un temps de questions-réponses. Valérian peut animer le chat. On peut vous inviter à monter sur scène également. Alors, nos amis qui nous suivent sur LinkedIn pourront peut-être moins interagir, mais du coup, vous pouvez nous faire part, que ce soit dans les commentaires de l'événement sur LinkedIn et sur Livestorm, les informations. On n'a pas eu de questions jusqu'à présent, parce que on a eu pas mal de messages de personnes qui nous prévenaient qu'elles devaient nous quitter. Bien sûr, vous remercier. Est-ce que ceux qui sont encore présents, vous avez des remarques, des questions? Non, pas de questions. Bon. Bon, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, vous pouvez nous les... LinkedIn de 3D membres qui nous suivent, ils connaissent le sujet. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, que ce soit sur la pratique d'IRIG, sur l'éducation aux médias et l'information ou les pratiques de Be My Media, vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous joindre. Et puis, quand tout ça, là, ça va un petit peu mieux, les conditions sanitaires, on pourra organiser des choses un peu plus présentielles pour l'animation d'événements. Voilà, merci, bonne journée. Merci messieurs d'avoir Merci Stéphane.